Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. Alors que l'offensive russe en Ukraine est entrée dans sa première semaine, la mobilisation est générale pour venir en aide à la population ukrainienne. La Croix-Rouge monégasque a débloqué une aide d'urgence de 80 000 € et lancé un appel aux dons qui est déjà très largement entendu. Nous serons dans ce journal avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Et avec l'économiste Nicolas Gutzmann, nous verrons quelles sont les répercussions financières de cette crise, quel est l'impact actuel et à venir sur les échanges commerciaux internationaux et sur notre quotidien. Cérémonie de passation de commandement ce matin à la caserne des sapeurs-pompiers de Fontvieille, reportage à suivre. Nous ferons le point également sur l'avancée du chantier de la Villa Carmela dans le quartier de Saint-Roman, un chantier hors norme et modèle, sans grue, qui s'opère dans un immense sarcophage pour limiter les nuisances et favoriser une démarche durable. La Rocket Team reprend sa campagne européenne en allant affronter demain la redoutable équipe de basket du FC Barcelone qui occupe la tête du classement d'Euroleague. Nous retrouverons sur place en Catalogne nos envoyés spéciaux. Mais tout de suite, pour débuter ce journal, un focus sur la crise ukrainienne. Cela fait maintenant une semaine que l'offensive russe a été lancée. Les images de guerre et de la situation précaire dans laquelle s'est retrouvée la population ukrainienne occupent la une des journaux. Le conflit est dans tous les esprits et toutes les discussions. Avant de retrouver le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini, nous sommes allés vous demander si cette guerre et ses conséquences vous inquiétaient. Voici vos réponses au micro de Sandrine Nègre sur des images d'Olivier Bonello. On est assez en sécurité ici à Monaco, mais c'est sûr que c'est assez préoccupant. Non, personnellement, je suis pas inquiet pour nous ici, mais j'essaie de suivre un peu et surtout, ça me touche pour les gens qui sont là-bas. En fait, c'est quand même assez grave. Je me sens un peu inquiet pour les Ukrainiens. Eux, ils ont certainement quelque chose à s'inquiéter. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète ici? Beaucoup, beaucoup, parce que j'ai vécu tellement longtemps la guerre dans ma vie, alors tout ça, ça me fait mal au cœur. Et ça m'inquiète. J'ai peur qu'on fasse la guerre et qu'il y ait des bombes qui arrivent à Cap d'Agde qui touchent Monaco. Oui, c'est touchant pour l'Ukraine, les pauvres. À tout moment, on se dit que on peut être touché si on est contre Poutine. Je suis ex-US Navy, j'ai envie d'aller là-bas. Ah, vous avez envie d'aller en Ukraine? Avec mes amis du US Navy pour prouver que ça doit finir. J'avoue que ce sujet m'inquiète beaucoup plus au niveau de mes enfants que de moi-même. Parce que déjà qu'on s'inquiétait beaucoup au niveau écologie ces temps-ci, je vous avoue qu'un conflit et une guerre nucléaire actuellement, ça me fait très très peur et je me dis mais quel monde on va leur donner? Un conflit qui ne laisse donc pas indifférent. Dès les premières heures de l'offensive, la Croix-Rouge internationale s'est mobilisée et a activé toutes ses antennes. La Croix-Rouge monégasque a rapidement débloqué une enveloppe financière et lancé un appel aux dons. Les besoins sont de plus en plus criants. Nous sommes avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque. Bonsoir Frédéric Platini. Bonsoir Patricia. La Croix-Rouge monégasque s'est rapidement mise en ordre de marche pour venir en aide à la population ukrainienne. C'est une aide financière, une enveloppe d'urgence tout d'abord qui a été débloquée. On a attendu de voir l'appel du mouvement. C'est un appel conjoint entre la Fédération et le CICR. Donc Fédération, c'est pour les situations hors situation de guerre et CICR, c'est situation de guerre. Et on a reçu un appel vendredi soir de notre mouvement de l'ordre de 250 millions de francs suisses. Donc c'est un des plus gros appels qui m'ait été vu de voir. Et de suite, la Croix-Rouge monégasque lundi a lancé l'appel à son niveau pour venir en aide au mouvement. Donc il y a eu le déblocage d'une aide d'urgence de l'ordre de 80 000 €, c'est cela? Voilà, notre président, le prince, m'a contacté et il a décidé d'allouer une aide initiale de 80 000 €. Cette aide, elle est déjà complétée par plus de 180 000 € que la Croix-Rouge a récolté en 2 jours. Donc je vois un afflux massif de fonds. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, à cette enveloppe s'est ajouté cet appel aux dons et vous êtes déjà parvenu à récolter cette somme. Tout à fait. Et je pense que nous allons, ça c'était un appel initial de la Fédération et du CICR pour 250 millions d'euros. Donc je pense que ça va être amené à grandir et que la Croix-Rouge devra aussi compléter son appel initial.
Comment ces fonds vont-ils être utilisés, Frédéric Platini? Alors, notre communiqué est clair. On ne demande pas de dons en vêtements et autres. On veut vraiment du financier pour pouvoir l'envoyer directement à ceux qui sont sur le terrain. Le CICR se focalise sur les infrastructures de santé, donc tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est accès à l'eau. Et la fédération, elle, se mobilise non seulement en Ukraine, mais aussi sur toute la région et tous les pays qui reçoivent aujourd'hui des cohortes de personnes qui se déplacent. À travers le lien permanent donc, que vous avez avec la Croix-Rouge internationale, quelles sont les dernières informations sur la situation et sur les besoins qui vous sont parvenus aujourd'hui, une semaine après le début de la crise? Alors, c'est important de préciser que c'est une extension d'un conflit qui existait déjà, ce qui veut dire que notre mouvement est déjà sur place, déjà présent. Et aujourd'hui, je dirais que la multitude de pays impactés, on parle de l'Ukraine, mais aujourd'hui vous avez un afflux massif en Pologne, en Moldavie, et c'est important aussi de dire que vous avez un afflux en Biélorussie et en Russie de réfugiés. Donc c'est toute la région qui est secouée. L'appel initial comportait, je dirais, une population ciblée de 2 millions de personnes. Et la Croix-Rouge estime qu'à peu près 18 millions de personnes pourraient être affectées par le conflit. Et là, aujourd'hui, vous travaillez d'ores et déjà sur des scénarios qui tablent une aide pérenne qui pourrait être utile sur des semaines, voire des mois? Là, aujourd'hui, le mouvement est focalisé sur l'urgence. Focalisé vraiment sur l'urgence et focalisé aussi à relancer des appels dès que les fonds seront plus suffisants pour arriver à endiguer, je dirais, les nécessités qui vont apparaître du terrain. En conclusion, on le rappelle peut-être, les modalités pour participer, concourir à cet élan à Monaco? Alors sur le site internet de la Croix-Rouge, vous avez des dons en ligne et sinon vous pouvez adresser vos chèques à la Croix-Rouge monégasque. Voilà, mais on espère que cet appel sera entendu. Merci Frédéric Platini. Et on le répète, il n'y a pas de petits gestes pour aider les populations touchées de plein fouet par ce conflit. Merci beaucoup. Et à l'image de la Croix-Rouge monégasque, de nombreuses autres entités, mais aussi des particuliers, ont décidé d'apporter également leur aide. Ainsi, l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, lance un appel d'urgence en faveur plus particulièrement des enfants victimes de ce conflit. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, les besoins prioritaires portent sur l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'appui psychosocial des enfants et des familles déplacées. 150 000 enfants sont dès à présent privés d'école. L'AMAD est pleinement mobilisée en vue de faire parvenir une aide auprès des enfants les plus vulnérables. Alors pour apporter votre soutien à l'AMAD et à ses enfants, vous pouvez faire un don en ligne sur la plateforme de l'association à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Faisons également le point, Christinda, sur les collectes mises en place à Monaco. Alors, plusieurs collectes ont été lancées à Monaco, Patricia. Cagnotte, aide alimentaire, vêtements chauds, produits pour bébés, initiés par des citoyens ou par des associations en faveur des Ukrainiens. Un premier point de collecte se trouve au marché de la Condamine, à la boutique MC Fod, où vous pourrez déposer vos dons demain de 7h30 à 13h30. Un second, cette fois, du côté de l'hôtel Marriott, dans le local des ateliers techniques communaux, sous le stade Didier Deschamps, plus exactement. Et puis un troisième point de collecte du côté, cette fois, du Monte Carlo Country Club, sur le parking situé en contrebas du club et qui sera ouvert demain de 15h à 17h et samedi de midi à 15h. La mairie de Monaco également a mis en place une collecte pour apporter son aide au peuple ukrainien demain et vendredi de 9h à 17h30 en organisant une grande collecte de produits de première nécessité à l'espace Léo Ferré, tout comme les Amis du Liban que vous pourrez retrouver avenue de Grande-Bretagne au siège de l'association. Tous les dons récoltés partiront dans les jours à venir vers les zones de conflit. Et bien sûr, vous pouvez également vous rapprocher de Caritas Monaco et de la Croix-Rouge monégasque pour apporter votre soutien au peuple ukrainien qui affronte aujourd'hui son 7e jour de combat. La solidarité se poursuit donc en principauté, Patricia.
Oui, et ce conflit, au-delà du drame humain qu'il engendre, a également d'importantes répercussions sur les marchés financiers et plus généralement sur l'économie. La Russie fait l'objet de sanctions, mais elle était avant le conflit au carrefour de nombreuses productions. La situation peut-elle perdurer longtemps? Quelles conséquences à moyen et long terme? Pour répondre à ces questions, notre deuxième invité est l'économiste Nicolas Gutzmann. Bonsoir. Bonsoir. Dans un contexte international qui avait déjà été fragilisé par la crise Covid, cette invasion russe en Ukraine et la cascade de sanctions qui en a découlé, c'est une épine de plus pour l'économie mondiale. On était en pleine phase de reprise économique qui était très satisfaisante du côté américain, qui était un peu moins, mais quand même relativement satisfaisante du côté européen. Et on avait à ce moment-là, par contre, déjà une problématique qui était liée à l'inflation. Or, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est que, étant donné que la Russie est un pourvoyeur très important dans le marché mondial, aussi bien de gaz que de pétrole, on a une accélération des prix de ce côté-là depuis quelques jours qui est extrêmement forte. On voit notamment que les Européens refusent, notamment les opérateurs européens et américains refusent d'acheter du pétrole russe depuis ces derniers jours, ce qui conduit les prix à augmenter fortement, ce qui va produire un effet d'accélération des prix, donc d'inflation, et ce qui risque à terme, évidemment, de propulser notamment l'économie européenne soit dans une voie de stagnation, soit, si la crise venait à durer, même vers la récession. Alors oui, il y a ce mot qui revient fréquemment désormais à la une de l'actualité, c'est la stagflation. C'est une combinaison entre une forte inflation et une faible croissance économique, c'est ça? C'est ce qu'il risque d'arriver? Est-ce que l'on peut expliquer cette notion le plus concrètement possible pour le grand public? C'est un phénomène qui est extrêmement rare, mais qui en fait là serait dû effectivement à des problématiques qui sont totalement liées à l'offre. C'est-à-dire en gros, ce n'est pas en raison de l'activité économique européenne qu'on a une hausse des prix, c'est simplement parce que justement en fait en termes de volume de pétrole qui est accessible, en fait c'est en train de se réduire. Du coup les prix augmentent de par ce fait, et ce qui produit effectivement un effet. En fait tout simplement les gens qui vont aller acheter de l'argent, acheter de l'essence à la pompe, ils vont devoir payer plus cher leur facture, et du coup ils ne pourront pas acheter d'autres choses, et du coup en fait ça va produire un effet récessif sur les autres choses, et par contre tout l'argent va aller du côté pétrolier, ce qui produit une inflation élevée et par contre une stagnation de l'économie. Pour en revenir au début de la crise, l'effet immédiat, cela a été au premier jour de l'offensive, la chute des bourses. Qu'en est-il une semaine après le début de l'offensive? En fait, on a eu une séquence assez particulière. C'était effectivement le premier jour, donc jeudi 24 février. On a eu d'abord une chute des bourses qui était d'abord liée sur l'effet sanctions. C'est-à-dire que les marchés financiers anticipaient à ce moment-là des sanctions relativement robustes et fortes à l'égard de la Russie. Or, la journée de vendredi a inversé ce mouvement parce qu'on s'est rendu compte que les sanctions qui ont été mises en place étaient relativement légères, ce qui avait permis une hausse des bourses mondiales. Par contre, pendant le week-end, même chose, il y a eu une reconnaissance que les mesures qui avaient été appliquées étaient relativement légères, et du coup, aussi bien du côté européen que du côté américain, on a remis une couche, là par contre très sévère en termes de sanctions sur l'économie russe, ce qui a provoqué ensuite l'effondrement des bourses, la forte baisse qu'on a eue à partir de lundi. Et là, en fait, on en est plus ou moins qu'au début, parce qu'en fait, il y a encore un autre régime de sanctions qui pourrait être mis en place et qui concernerait justement la sanction, et c'est-à-dire l'arrêt immédiat des échanges sur les questions pétrolières et gazières, ce qui enverrait, ce qui provoquerait de nouvelles difficultés. Mais en fait, c'est vraiment lié aux sanctions. C'est plus les sanctions seront dures à l'égard de la Russie, notamment sur l'énergie, plus cela veut dire que les gouvernements sont prêts à en payer le prix en termes de choc économique. Donc c'est un choix à faire des gouvernements. Bon, on a beaucoup parlé du gel justement des avoirs russes. Quelles conséquences directes, mais aussi peut-être indirectes, sur notre quotidien? Sur le gel des avoirs russes, on peut pas dire qu'il y aura un effet absolument important. Ensuite, je pense que la problématique, elle est plus financière, c'est-à-dire éventuellement les problématiques que pourraient rencontrer les banques, notamment européennes, qui sont largement exposées à la Russie, qui pourraient en souffrir effectivement. On le voit effectivement parce que le secteur financier a été largement sanctionné en bourse. Par contre, il n'y aura pas d'effet dans le quotidien des gens sur ce qui se passe avec les oligarques.
Oui, alors il y a toujours très rapidement des légendes urbaines ou des peurs paniques qui se développent fort logiquement, hein, d'ailleurs, lorsque surviennent de telles crises. La Russie est le premier pays producteur mondial de blé, il y a le pétrole, il y a le gaz. Si les robinets se ferment côté russe, que va-t-il se passer? Alors ça justement, c'est une possibilité, c'est-à-dire que les Européens et les Américains peuvent choisir d'eux-mêmes de nous priver en fait de ces réserves énergétiques, comme les Russes pourraient choisir également de le faire. Donc tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est de voir éventuellement les Américains essayer de pousser leur production, notamment pétrolière. Sur le gaz également, on essaie justement de changer l'approvisionnement, par exemple d'acheter du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ou en provenance du Qatar ou en provenance d'autres pays. En fait, l'idée, c'est d'arriver à court terme, ça va être extraordinairement difficile si les robinets se coupent, et on peut s'attendre notamment, je pense à l'Italie ou à l'Allemagne, qui sont les pays les plus dépendants au gaz russe, à avoir des coupures qui puissent se produire. C'est effectivement une possibilité. Merci Nicolas Gutman pour cet éclairage global sur les conséquences économiques de la crise ukrainienne. Merci à vous. Nous refermons ce point global sur l'aide apportée à la population ukrainienne et les conséquences économiques immédiates dans notre quotidien pour évoquer maintenant une passation de pouvoir intervenue aujourd'hui. À l'automne dernier, Maxime Ivrard prenait la tête de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, succédant au colonel Norbert Facio. Ce mercredi, c'est le centre de secours de Fontvieille qui a changé de commandement. L'adjudant Géribaldi remplace le major Daffara. Alexandra Pani et Olivier Bonello ont assisté à la cérémonie officielle de passation de commandement. La cour du centre de secours de Fontvieille connaît une agitation inhabituelle ce matin. L'adjudant Franck Géribaldi succède au major Serge Daffara en tant que chef du centre, un poste qu'il a occupé pendant 7 ans. Une passation de commandement effectuée avec une certaine émotion. Pour nous, en évoluant sur des carrières longues et en étant des hommes issus du cru, et que notre hiérarchie nous fasse confiance pour prendre à un moment donné dans notre carrière de telles fonctions, ça reste un honneur absolument exceptionnel. Je pense que, je ne vais pas vous le cacher, il y a aussi une forme d'émotion parce que de se retrouver finalement à être le chef d'hommes avec lesquels on partage une si longue carrière, des moments vraiment particuliers et surtout au niveau opérationnel qui sont vraiment particulièrement conséquents, ça amène vraiment à ce petit côté émotionnel qui est quand même assez fort, je dirais. Une cérémonie officielle qui, outre l'émotion, a une symbolique forte dans une carrière militaire. C'est un moment important dans la carrière d'un militaire parce que des commandements, vous n'en avez pas beaucoup. Généralement, vous en avez un, peut-être 2 pour les meilleurs, mais en tous les cas, et pas tout le monde a un commandement. Donc c'est un temps important, un temps fort dans la carrière et un temps à responsabilité. C'est-à-dire que vous endossez une responsabilité importante. Là, en l'occurrence, c'est la responsabilité d'un centre de secours. Un centre de secours, c'est quoi? C'est une composante des forces du corps des sapeurs-pompiers qui part en intervention. La caserne située dans le quartier de Fontvieille compte une 40aine d'hommes. Elle a été mise en service en 1988 et regroupe plusieurs spécialités en plus des missions courantes de secours de victimes ou d'incendie. On a la spécificité drone, la spécificité aquatique qui combine à la fois l'embarcation, les plongeurs, nos sauveteurs aquatiques, la partie sauvetage périlleux, la partie risque technologique, la partie détachement international, qui nous permet de partir à l'international en cas de catastrophe, donc la partie sauvetage déblaiement en l'occurrence, plus les reconnaissances longues, donc ça nous fait un panel, je dirais, de spécialités qui est bien trop important par rapport à l'effectif et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, dans les années qui viennent, il faut impérativement que le corps puisse s'ouvrir sur d'autres perspectives pour arriver, je dirais, à pouvoir équilibrer entre les centres de secours, ces spécialités. Des évolutions nécessaires souhaitées par le chef de corps et l'arrivée éventuelle dans l'avenir d'un 3e centre de secours qui permettrait de répondre de manière encore plus efficace sur l'ensemble du territoire monégasque. Fierté d'être là avec vous. Bravo. Nous suivons régulièrement l'avancée des différents chantiers en cours. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur un chantier assez unique, celui de la Villa Carmela, au 12 de l'avenue Saint-Roman. Sandrine Nègre et Thomas Deus se sont rendus sur place. Voyez leur reportage. L'opération fait partie du plan national pour le logement. Situé dans le quartier de Saint-Roman, le chantier de la Villa Carmela est un chantier novateur avec un principe de construction sans grue à l'intérieur de ce sarcophage. On vient juste de terminer le confortement et le terrassement du puits central qui descend, comme vous le verrez, 3 niveaux sous le boulevard d'Italie. On a approvisionné la semaine dernière la foreuse qui va permettre la réalisation des pieux
de la galerie piétonne, de la voûte parapluie de la galerie piétonne. Une fois que les travaux du socle, du creusement de la galerie seront terminés, vont s'en suivre les travaux du socle béton, ce qui va nous amener jusqu'en octobre 2022. Ensuite, les travaux de la superstructure bois pourront commencer à l'intérieur. L'opération devrait être livrée au cours du 3e trimestre 2023. Une opération en lien direct avec une thématique, celle du développement durable. C'est un projet qui est engagé dans une démarche BD2M. En phase conception, donc il a atteint le niveau or. Et bien évidemment, notre objectif, c'est de maintenir ce niveau or en phase réalisation. Alors, je dirais qu'au-delà des engagements environnementaux forts qui ont été pris sur cette opération, donc il y a une conception bioclimatique, on a recours à la géothermie pour couvrir les besoins en chaud et en froid du bâtiment. 3 innovations majeures. En dehors du socle béton, l'ensemble de la structure est en bois. Système Umbrella sans grue pour moins de nuisances. Et enfin Smart Energy Hub, le surplus d'électricité en provenance des panneaux solaires sera stocké sous forme d'hydrogène. Nous retrouvons Christine Thomel pour un nouveau point info. L'Office des timbres va procéder à la mise en vente d'un timbre rendant hommage à la sûreté publique. Et oui, dans le cadre des 120 ans de sa création par le prince Albert Ier, la Sûreté publique a voulu marquer l'événement par l'émission d'un timbre, chargé d'assurer le maintien de l'ordre public et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Elle sera représentée sur le timbre par la casquette des policiers monégasques, symbole le plus représentatif de l'agent de police en tenue. Le monogramme du prince souverain, surmonté de la couronne, soulignera également l'attachement de la police à son prince. Un timbre qui sera mis en vente au prix de 1,65 €. C'est de saison. Un événement culinaire est organisé les 12 et 13 mars prochains au marché de la Condamine, mais il faut d'ores et déjà réserver, Christinda. Oui Patricia, si vous aimez les oursins, eh bien c'est le moment. 2 oursinades seront organisées en principauté le samedi 12 mars au marché de Monte-Carlo, puis le dimanche 13 mars au marché de la Condamine. C'est l'écaillé habituellement présent au marché de la Condamine chaque fin de semaine qui fournira la matière première, à savoir les fameux oursins fraîchement pêchés pour l'occasion. Sur chacun des 2 marchés, une zone spécialement réservée aux consommateurs d'oursins sera accessible sur réservation préalable impérative au plus tard le lundi 7 mars. Alors pour ce faire, rien de plus simple, un numéro de téléphone, le 06 77 78 16 86. La formule comprendra une assiette de 6 oursins accompagnés de pain et beurre au tarif de 13 € hors boisson. À noter également que l'écaillé proposera son offre habituelle de fruits de mer en complément des oursins. Du basket à présent, la Roca Team se déplace en Catalogne pour y affronter demain le FC Barcelone en Euroleague. Nous retrouvons sur place l'équipe de Monaco Info, Sylvain Péroumal et Yannick Debever. Nous sommes au cœur du FC Barcelone, dans l'enceinte du Camp Nou, avec le musée de ce club historique juste à côté. C'est ici que l'AS Monaco vient défier les leaders de l'Euroleague. Une Euroleague fortement perturbée avec les dernières annonces du conseil d'administration. Les 3 clubs russes engagés sont exclus de la compétition jusqu'à nouvel ordre, ce qui veut dire également que tous les matchs joués sont annulés. Monaco avait un bilan de 4 victoires et 1 défaite face aux clubs russes, toutes annulées. Et la Roca Team passe d'un bilan de 14 victoires et 13 défaites et une 7e position au classement à une 8e position et un bilan de 10 victoires pour 12 défaites. Chaque victoire sera donc d'autant plus importante jusqu'à la fin de la compétition. Et demain, Monaco retrouvera Brandon Davis, un ancien de la maison de la Roca Team qui avait fait très mal au match aller. Léo Westermann a l'occasion de mettre quasiment le coup de grâce à son ancienne équipe, à son 2 et il a failli récupérer la balle dans le théol. On peut avoir une prolongation, Le dégage. Oh là là, et le rebond. Il reste 2 secondes 7. Oh là 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 là, c'est terrible. First game in Monaco was, special to me, especially being back in that gym and, having the memories that I have in that gym. And then the manner in which the game went, it was a hard-fought game, a lot of emotions and, a lot of physicality. And
to win the game in the matter of which we did is something special to me, and I always remember that game. C'est donc ici au Palau Blaugrana que la Roca Team va tenter de battre le FC Barcelone pour cette 28e journée. Un défi de taille qui attend la Roca Team et qui a prouvé lors des derniers matchs qu'elle était capable d'une rigueur de très haut niveau. Et il en faudra de la rigueur, du sérieux et du talent pour vaincre les leaders de l'Euroleague. Match jeudi à 21h à suivre en direct sur Monaco Info. En direct avec le duo de commentateurs David Cosette et Ali Traoré. Passons aux prévisions météo pour jeudi, Chrisinda. Jeudi, le temps qui s'installe sera couvert, une journée nuageuse, laissant peu de place aux éclaircies. Du côté des températures, 8 degrés pour les minimales et 12 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 18h22. Demain, nous fêterons les Guénolés. C'est la fin de ce journal. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour une nouvelle édition. Nous nous quittons avec les photos de Manuel Vitali, instantanées prises ce matin lors de la passation de pouvoir à la caserne des sapeurs-pompiers de Monaco de Fontvieille. Très belle et douce soirée à vous.